Merci d'être avec nous. Bienvenue dans Correspondant, l'œil sur la politique française des correspondants en France de la presse étrangère. 3 questions aujourd'hui dont nous débattrons. Emmanuel Macron est-il président, candidat ou les deux? Forcément, on s'interroge après l'allocution de mardi, un peu de Covid et beaucoup du reste. On s'arrêtera sur la stratégie du chef de l'État avec une volonté peut-être d'affaiblir la droite. Alors que cette droite, justement, se cherche un candidat. On en parlera également. Les postulants ont encore 3 semaines pour convaincre, mais vont-ils, au cours des débats, réussir à se démarquer les uns des autres? Et puis, la COP26, difficile de se mettre d'accord sur un texte ambitieux, car après l'affichage des intentions, il faut prendre des engagements, c'est plus compliqué. Sur ce point, la France fait-elle suivre ses paroles par des actes? On posera la question aux correspondants. On sera aussi en Allemagne avec le nôtre de correspondant Laurent Desbonnets. Pour développer ces 3 questions, 3 correspondants. Ayşe Gül, certes, bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste turque et américaine. Vous collaborez notamment avec le New York Times et le New Yorker. Eduardo Coué. Bonjour, journaliste américain, correspondant pour la chaîne d'info israélienne I24 News. Et notre voisin le plus proche, c'est Alain Rébété, suisse, correspondant à Paris pour la Tribune de Genève et Le Matin dimanche. La première question qu'on va aborder, qu'on va développer, qu'on va poser à nos correspondants, c'est oui ou non, Emmanuel Macron est-il déjà candidat sans le dire? La poser, cette question, c'est peut-être déjà y répondre. En tout cas, mardi, devant 20 millions de téléspectateurs, il a développé ce qui ressemble en partie à un programme. Je vous le dis avec beaucoup de conviction, n'ayons pas peur. Croyons en nous, croyons en la France. En une France qui reste elle-même forte de son histoire, de sa culture, de sa langue, de sa laïcité, de ce qui l'unit, forte de son esprit de résistance à la dilution dans un monde qui va, à la soumission, aux dogmes, aux obscurantismes, au retour du nationalisme. Ayşe Gül, certes, un non-candidat qui répond non directement à un autre non-candidat, c'est particulier. Je pense que quand on est en politique et qu'il y a des élections, on est constamment dans un cycle de candidature perpétuelle. Et quand on est un président sortant et qu'il n'y a plus de possibilités, alors dans ce cas, on pense généralement à quel va être l'héritage qu'on va laisser. Mais ce n'est pas la première fois qu'un monsieur Macron est en train de nous dire qu'il sera là, qu'il aimerait être là encore un petit bout de temps sans le dire. C'était trop court, un quinquennat, Alain Rébété? Non, du coup, que... on est obligé très vite de refaire campagne? C'est évident qu'il est en campagne. C'est une évidence, je pense, absolument pour tout le monde. Et puis d'ailleurs, c'est pas anormal. Parce que quiconque veut se présenter à l'élection au mois d'avril prochain, qu'ils soient en poste ou pas, c'est que la campagne, elle ne va pas commencer au mois de janvier. Il y a une pré-campagne et voilà. Là, je dirais, moi, ce qui me choque, alors c'est peut-être un regard très suisse, parce que je ne prétends pas connaître les us et coutumes dans tous les pays, mais moi, ce qui me choque, c'est qu'un président puisse comme ça dire « Ah, alors à telle date, n'est-ce pas, moi, à 20h, je suis sur toutes les télévisions du pays. Et je dirai ce que je voudrais, je fais ma mise en scène comme je le veux. » Les télévisions ont le choix de ne pas le diffuser. Oui, mais enfin, bon, elles suivent toutes. Et ça me surprend. Ça, je trouve. Alors, si elles ont le choix, elles pourraient aussi peut-être à un moment dire ok, ces règles du jeu, elles appartiennent à un passé qu'on pourrait dire gaulliste, du temps de l'ORTF. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça un peu. C'est la seule chose qui m'étonne, c'est que c'est ce pouvoir comme ça qu'il a de s'exprimer comme il veut, quand il veut, sans aucune question, etc. Ça, je trouve, oui, vraiment bizarre. C'est choquant, Eduardo Coué, de se dire allez, on a 20 900 000 personnes qui vont me regarder, je vais aller faire un discours de campagne. Ce n'est pas du tout choquant, c'est la même chose aux États-Unis. Le président choisi, quand il passe à la télévision, les télévisions suivent. C'est normal. C'est le chef de l'État, il a été élu, il est toujours en fonction. Il y a des raisons pour s'exprimer, en tout cas il le pense, et c'est normal qu'il rende compte au peuple, surtout, je dirais, dans
un moment de crise, surtout avec la pandémie, etc. Pour rendre compte de ce qu'il a fait. Bien sûr qu'il est candidat en même temps. Ça, c'est aussi c'est une surprise pour personne. Mais le fait qu'un chef de l'État puisse s'exprimer comme ça, je pense que ça se passe dans plusieurs pays, dans plusieurs démocraties. Pourquoi il y a, chez Goulcert, ce mythe en France? Est-ce que vous trouvez ça bizarre également, ce mythe en France, du moment où on va se déclarer candidat? On sait qu'on est candidat, mais on ne l'est pas. On essaye de choisir la bonne date. C'est bizarre, non? C'est même presque ridicule parfois quand on sait que les gens vont être candidats et ils attendent jusqu'au dernier moment. En ce qui concerne Emmanuel Macron, je pense que dès le début, il a été comme ça. Avant même de se lancer dans les élections de 2017, quand même, il y a eu énormément de questionnements. Est-ce qu'il va rentrer? Est-ce qu'il ne va pas rentrer? Est-ce qu'il va se présenter? Donc non, ce qui est très délicat. Moi, je pense qu'il attend janvier. Je pense vraiment qu'il attend que la France ait la présidence de l'Union européenne pour montrer à nouveau qu'il est ce leader fort, non seulement de la France. Séquence. Tout à fait. Mais ce n'est pas du tout machiavélien, puisque c'est la règle du jeu en politique. On essaie de faire de notre mieux avec les outils qu'on a. Et lui, je pense qu'au lieu de le faire en décembre, il va le faire en leader d'une France et d'une Union européenne forte. Et aussi, regardez, c'est quand même, ça dit beaucoup, vous qui êtes américain et moi aussi, le fait que Kamala Harris soit ici cette semaine. La vice-présidente américaine. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que entre la semaine d'avant, où il y a eu énormément de cérémonies d'au revoir à Merkel, et cette semaine, ces cérémonies où Kamala Harris est là, ça montre à quel point que voilà, je suis un leader fort et il faudrait que vous me réélissiez puisque mes amis sont des hommes forts. On va regarder juste une comparaison en termes de jours de candidature des différents présidents de la République française, candidats à leur propre succession. Alors on a piqué l'idée à nos confrères de France Inter qui l'ont publié sur leur site internet. On voit que François Mitterrand s'était présenté à sa succession que 33 jours avant la présidentielle. Valéry Giscard d'Estaing, c'était 55, Nicolas Sarkozy, 67, Jacques Chirac, 69. Et si Emmanuel Macron se présentait mi-décembre, vous tablez sur janvier, mais si c'était mi-décembre, ce serait 116 jours. Il y a un intérêt, Alain Rébété, à partir un peu plus tôt que ce qu'ont fait les autres. On sait que Nicolas Sarkozy avait dit manquer de 15 jours à peu près pour pouvoir être réélu. Ça, je pense que c'est vraiment une question pour tous les candidats. Et là, je dirais qu'il est normal que le président en poste puisse... Parce que les autres, ils ont quand même une nécessité de se faire connaître. Pour eux, il est évident que la campagne sera plus longue que pour le président qui se représente. Donc là, je trouve que c'est... Il faut labourer le terrain pour eux. Voilà. Et le président est censé l'avoir déjà fait depuis 4 ans. Et honnêtement, là, c'est pas du tout une particularité alors française. Je pense que dans tous les pays, la question « à quel moment je me déclare candidat ?» c'est une question stratégique. Après, et c'est bien sûr toujours la question en politique. Ce qui est très important dans une campagne, c'est la dynamique. N'est-ce pas? Et cette dynamique, si vous la lancez trop tôt, vous avez le risque qu'à un moment, elle plafonne ou elle redescende. Profitez, voilà. Donc ça, c'est vraiment un peu des questions. Moi, je pense en effet, mais c'est aussi ce que je lis un peu partout, que ce sera plutôt janvier. Maintenant, moi, je suis pas un stratège politique. C'est pas moi qui vais dire à Monsieur Macron. Je pense qu'il est beaucoup plus intelligent que moi. Il sait très bien à quel moment il pense qu'il veut le faire, avec toujours ces risques, etc. Pour l'instant, moi, je pense qu'il joue les choses très bien et il utilise pleinement les privilèges de président qu'il a, y compris celui de se prononcer sans question de journaliste. Surtout qu'à partir de janvier, les règles changent à la fois en temps de parole et en compte de campagne. C'est quoi l'idéal? C'est de se jeter dans la mêlée tout de suite, Eduardo Coué, ou c'est de la regarder un peu avec de la hauteur, d'être au-dessus de cette mêlée? Non, mais Macron fait ce qu'ils font tous les chefs de l'État qui vont se représenter, c'est-à-dire il essaie de profiter de sa fonction en tant que chef de l'État aussi longtemps que possible. C'est normal. Je ne suis même pas d'accord, je ne suis même pas sûr qu'il va se déclarer au mois de janvier. Le 1er janvier, il devient président de l'Union européenne. Il va essayer de profiter de ces doubles fonctions, président de la République française, président de l'Union européenne, aussi longtemps que possible. Dès qu'il se déclarera président, candidat à sa sous-section, là, on le regarde d'une autre façon, même en sachant qu'il le fera tôt ou tard. Donc, quand est-ce qu'il va se déclarer? Il y a le dépôt des parrainages au 26 février au plus tard. Donc, oui, de toute façon avant. Je pense qu'il va essayer d'attendre le plus longtemps possible. Je crois que
il faut tenir en compte qu'il a été, ceci dit, il a été quand même un peu forcé par la campagne présidentielle actuelle et surtout par les phénomènes Éric Zemmour à dire quelque chose. Et je pense que c'est la véritable raison pour laquelle il a prononcé ce discours mardi. Il avait le risque qu'il soit un peu dépassé par ce qui se passe à l'extrême droite et un peu aussi à la droite. Donc, il a fallu qu'il soit un peu pressant sur le terrain. Et je pense que c'est pour ça qu'il a parlé mardi soir. Chez Goulsert, il a cette volonté aussi d'aller un peu récupérer des voix à droite, ou en tout cas empêcher un candidat de la droite d'émerger. Emmanuel Macron, je crois que le mot travail a été utilisé 18 fois dans cette allocution. Oui, tout à fait, un peu à la Sarkozy. Oui, mais dans le sens où Emmanuel Macron, depuis un petit moment déjà, il est en train de faire son en même temps. Donc ça ne me surprend pas qu'il essaye d'être un peu à gauche, un peu à droite. Moi, ce qui me surprend, c'est le phénomène Zemmour dont vous parliez. C'est-à-dire que faire autant de médiatisation d'un homme qui ne s'est pas encore présenté, qui n'a aucun passé vraiment dans la politique, qui, pour moi, est juste un pantin politique qui sait très bien... Donc le fait qu'il lui réponde, c'est le crédibiliser oui, et le fait que les médias aussi en fassent autant d'histoires. Après, l'allocution, ça ne sert pas juste à M. Macron. Ça sert aussi énormément à l'opposition. La droite, quand même, la droite et même les écologistes l'ont énormément critiqué depuis mardi. Et donc, c'est aussi donner la parole à ses opposants. Donc, en un sens, ça ne sert pas juste à Macron, ça sert à tout le monde, cette allocution. Emmanuel Macron qui chasse du coup indirectement sur les terres de la droite, qui elle-même essaye de les défendre, ces terres. Mais pour l'instant, ils sont encore 5 à vouloir être le chef de meute de cette droite. On connaîtra le nom du candidat LR le 4 décembre. En attendant, ils débattent. Mais sont-ils vraiment si différents, ces 5 candidats? Extrait d'un reportage, regardez, signé Julien Néné. Pour convaincre les militants LR avant le Congrès, les 3 favoris veulent marquer leurs différences, mais usent souvent des mêmes ficelles. D'abord, apparaître comme le premier opposant au président sortant. Monsieur Macron a eu sa chance et il a échoué. Le président a géré notre pays de manière solitaire et parfois arrogante. Est-ce que finalement on n'a pas eu un quinquennat pour presque rien? Mais aussi marteler les thèmes fondamentaux de la droite. Travailler plus pour gagner plus. Eh bien, je veux revenir à ce système. Je ne laisserai pas le pouvoir aux fonctionnaires. Il faut choisir les étrangers qu'on accueille. Alors on précise qu'Éric Ciotti, Philippe Juvin sont aussi candidats. Alain Rébété, ce sont les mêmes ou pas finalement ces 3 favoris là dont on a parlé? On a l'impression que les idées se rapprochent quand on a regardé en tout cas le premier débat. Bien sûr qu'ils sont extrêmement proches les uns des autres. Et bien sûr qu'ils ont une proximité politique avec le président Macron qui explique pourquoi ils doivent à ce point-là s'en démarquer et en faire leur adversaire, fustiger son inaction pendant... Parce que quand même, on est dans une droite plutôt centriste avec des différences personnelles, mais on est quand même... dans un terrain idéologique extrêmement restreint avec eux. Le seul candidat qui vraiment est très différent, c'est M. Ciotti, qui lui est sur un terrain beaucoup plus traditionnaliste, dur. Et puis il y a M. Juvin qui est quelqu'un de très très particulier, qui n'a absolument aucune chance. Mais disons, je pense quand même que le problème des Républicains, c'est qu'ils ont 3 candidats dont on pense que s'ils étaient qualifiés au 2e tour, ils pourraient sérieusement concurrencer Monsieur Macron. Mais la proximité est quand même très forte. Et je trouve qu'ils sont dans un exercice quand même qui n'est pas très simple. Ouais. C'est problématique, Eduardo Coué, de ne pas réussir à se démarquer naturellement dans une élection présidentielle. Oui, c'est très problématique. Bertrand pensait souvent, que... on élit une personnalité aussi. Oui, mais on croyait, en tout cas certainement Xavier Bertrand croyait que c'était lui.
Mais au fil des mois, il ne s'est pas démarqué véritablement dans les sondages. Et puis, il a été forcé à accepter les congrès. Il ne voulait pas. Et le grand problème, c'est justement de se démarquer parce qu'ils sont plutôt d'accord avec la plupart des choses. Et même avec Macron, ils sont plutôt d'accord. Sauf, je dirais, sur les domaines de la sécurité et de l'immigration, où là, il y a peut-être une différence. Mais sinon, on ne voit pas beaucoup de différence entre la droite républicaine traditionnelle et Macron. Et ça, c'est un problème qu'ils ont tous les deux. Moi, personnellement, je pense que le seul qui pourrait éventuellement battre Macron, c'est Xavier Bertrand. Mais toujours faut-il qu'il soit le candidat. Parce qu'il est davantage connu aux yeux des Français, il est davantage connu, c'est pour ça? Je pense qu'il est davantage connu. Il a aussi une certaine expérience, Valérie Pécresse aussi, il faut le dire. Et puis, je pense qu'il a un franc-parler qui est apprécié des Français. Mais bon, ça, c'est une analyse très personnelle de ma part. Mais je crois que au fond de la journée, Macron a un très grand avantage sur la droite traditionnelle parce que il est en place, il est le chef de l'État, il a l'expérience et il a un bilan que, malgré tout, est défendable. Aïcha Gulsert, comment faire pour se démarquer? Il va falloir tirer le premier dans ces 3 débats qu'il reste. Alors déjà, c'est difficile parce que ce que la droite est en train d'essayer de faire, c'est qu'aucun des candidats se démarque. C'est essayer de montrer... fautes, ne se démarque négativement. Voilà, mais aussi de dire, voilà, on parle tellement du déclin de la France, des fractures dans la France, que je pense que la droite est en train de dire, nous sommes une famille, et dans cette famille, quelle que soit la personne que vous allez choisir, ça va être OK, mais choisissez quelqu'un de cette famille. Donc déjà, faire de la démarcation dans ça, c'est difficile. Ensuite, je pense que ce que vous parliez tout à l'heure, peut-être oui, ça peut être Xavier Bertrand, parce que moi, je pense que la France n'est pas prête pour avoir une présidente. Donc déjà, Valérie Pécresse, ça nous met directement de côté. Et ensuite, vous n'êtes pas d'accord? Vous pensez qu'il peut y avoir une... Je pense que ce n'est pas impossible. Je ne pense pas qu'il faut éliminer Valérie Pécresse parce que c'est une femme. C'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que la France n'est pas prête pour avoir une présidente et donc elle se fera éliminer. C'est pas parce que c'est Valérie Pécresse ou parce que c'est... C'est parce que c'est une femme. Voilà, je suis pas et sûr parce que c'est la France. Bon, bref. Mais ce qui est excellent de là où je viens, c'est-à-dire, je ne parle pas de mon côté américain, mais turc, ça fait vachement de bien d'entendre des voix différentes, de voir des candidats différents, de voir des opinions différentes dans un pays comme la Turquie, où ça devient rare de le faire. Donc moi, je vous dis chapeau. Donc quoi, d'entendre des voix différentes? Mais bien sûr, qu'il y ait plusieurs candidats, qu'il n'y ait pas juste un homme avec toute son autorité, qu'il y ait, même au sein de la même famille, comme je disais, qu'il y ait des voix, qu'il y ait de l'écoute. Et je pense que ce débat a eu un succès dans ce sens, ce premier débat, parce que c'était quand même de qualité. Après le débat qu'on a vu quand même d'un Zemmour et d'un Mélenchon qui, à mon avis, journalistiquement, politiquement, était de qualité très, très basse, cette semaine, la droite a fait un excellent débat. C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a du nouveau dans les candidats, il y a des nouvelles choses qu'on entend, des nouvelles personnalités. Pourtant, on sent qu'à Alain Rébété, il y a peut-être moins d'adhésion du public à ces débats par rapport à Fillon, Sarkozy, Juppé, qui étaient quand même des mastodontes de la vie politique. Oui, et pour cause, parce que quand on a des mastodontes, des gens extrêmement connus et qui cognent, c'est en effet plus spectaculaire. Moi, je suis très sensible quand même à 2 choses que vous avez dites. D'abord, la qualité du débat. Et c'est un des problèmes de ce débat. Il y avait, je crois, un petit million de téléspectateurs, mais on s'adresse à la population française, mais on sait que ce ne seront qu'un tout petit nombre, 120 000 personnes, dont une moitié au moins sont vraiment des fidèles du parti. Donc, quel est vraiment le public, celui auquel on parle à travers la télévision ou ceux qu'on aimerait... C'est incomparable à la primaire d'il y a 5 ans. La primaire, d'il y a 5 ans, c'était un public beaucoup plus large. Et donc, il y a cette difficulté-là. Puis, autre chose que vous avez dit qui me frappe aussi, c'est quand même, la France peut-elle élire une femme?
excusez-moi de vous le dire, si vous avez un petit problème en France avec les femmes politiques. Il y en a quand même de haut niveau. Vous avez eu une première ministre, il y a une maire de Paris. Mais enfin, c'est quand même pas beaucoup. C'est vraiment quand même pas beaucoup. Problème avec les postes à responsabilité dans la globalité. Et ce qui me surprend, c'est que pour Madame Pécresse, alors politiquement, c'est vrai, dans son parti, c'est peut-être, mais Monsieur Barnier est au moins aussi centriste qu'elle, et ça n'est pas un handicap pour elle. Bon, il n'a pas quitté son parti, ça. Mais je trouve qu'elle ne profite pas d'un effet femme qui, me semble-t-il, est normal à peu près dans quelque pays que ça soit. Surtout quand la majorité des autres candidats sont des hommes. Eh bien, pourquoi, je ne sais pas. Et c'est pour ça que je suis un peu interpellé quand vous dites « la France ne va pas élire une femme ». J'aurais eu de la peine à le dire aussi brutalement. Mais je trouve en effet qu'il y a un manque de confiance dans les femmes qui font de la politique en France qui me semble un peu surprenant. Un manque de confiance, c'est-à-dire du public vers les femmes on a de la peine en France à faire confiance aux femmes. Le fait d'être une femme en politique qui a des désavantages, mais aussi normalement des avantages, les avantages sont faibles en France. Enfin, voilà, je pense que la France a un petit problème avec les femmes politiques, je le dis en toute... Non, mais c'est intéressant, c'est peut-être aussi parce que le filtre arrive aussi beaucoup plus tôt et qu'on empêche de nombreuses personnes d'accéder par leur capacité à des postes qui permettraient de se faire voir et aussi d'accéder à des postes à responsabilité. Mais j'espère que vous avez tort, ce qui pourrait aussi signifier, n'est-ce pas, qu'une Madame Le Pen, qui souffre de beaucoup de handicap, voilà. Est-ce qu'elle souffre d'être une femme ? Pour elle, je dirais, c'est peut-être un peu la différence. Je vois que dans sa compétition avec M. Zemmour, là, pour elle, c'est un avantage, parce que M. Zemmour a tenu de tels propos sur les femmes qu'elle peut, sur ce point-là, lui rendre des coups qui portent. Il y a quand même un thème sur lequel on les a vus se diviser, les Républicains, c'était l'éolien. L'occasion d'en venir à notre troisième question. Les actes de la France sur la question environnementale sont-ils à la hauteur de ses paroles? On s'interroge après ce qui ressemble à la COP26 à un compromis bien moins ambitieux que promis. Il semble compliqué d'allier volonté et mise en pratique. On en discute pour la France dans un tout petit instant, mais pour pouvoir comparer, regardons d'abord comment ça se passe chez l'un de nos voisins, l'Allemagne. Depuis Berlin, Laurent Desbonnets. L'Allemagne est à la fois l'un des pays qui a le plus investi dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, 44% de l'électricité vient du solaire ou de l'éolien, mais c'est aussi historiquement l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre sur la planète. Un pays toujours très dépendant des énergies fossiles. 24% de l'électricité produite vient toujours du charbon en Allemagne et 16% vient du gaz naturel. Et ce n'est pas prêt de changer, même après cette COP. Certes, l'Allemagne fait partie de 46 pays qui, à Glasgow, se sont engagés à sortir du charbon pendant les années 30, mais cet objectif était déjà fixé en réalité. Objectif actuellement fixé à 2038 qui pourrait être avancé à 2030 avec le futur gouvernement allemand. Mais ça signifie que d'ici là, eh bien, des mines de charbon continuent de s'agrandir, notamment dans l'ouest du pays. La semaine dernière, l'Allemagne a rejoint aussi un accord global pour stopper le financement à l'étranger de projets d'énergie fossile qui n'auraient pas de procédé de capture de CO2. C'est un pas en avant, mais beaucoup d'Allemands aimeraient aller plus loin, plus vite. Selon un sondage publié pendant cette COP, eh bien 67% des Allemands estiment que leur politique devrait faire plus pour lutter contre le changement climatique. Alors, Laurent Desbonnets, c'est intéressant ce fonctionnement de l'Allemagne. Ça montre que même quand on investit dans les énergies renouvelables, c'est assez compliqué finalement, Eduardo Coué, de tenir des promesses sans peut-être un changement complètement radical. Oui, ce qui m'a étonné de cette COP26, qui a été très critiquée à juste titre, d'ailleurs, c'est que ça montre à quel point cette histoire de changement climatique est compliquée tout simplement parce que ça implique tous les pays du monde et qui sont des pays avec
des situations très particulières, très des intérêts divergents. Et des intérêts très, très différents. Et c'est facile de critiquer, mais de l'autre côté, il faut aussi penser un peu que mettre d'accord 196 pays sur même quelque chose d'aussi important comme les changements climatiques relève de la mission impossible. Ce n'est pas pour excuser. Hein. Moi, je dis tout simplement que je pense qu'il y a... C'est un peu comme l'Europe. Trouver un compromis, c'est compliqué. Oui, déjà, les 27 pays de l'Union européenne sont rarement d'accord. Maintenant, on a 196 pays. C'est très difficile de trouver un accord. Ceci dit, c'est sûr et certain que le COP26 a été plutôt un échec. Ça, c'est clair. On ne prend pas les mesures nécessaires devant une situation qui devient de plus en plus dramatique. Voilà. Et la France traîne les pieds aussi. Pourquoi? Pour le dire. Par exemple, sur le financement des fossiles à l'extérieur, la France s'est ralliée à soutenir, empêcher ces investissements à la dernière minute. Mais vraiment à la dernière minute. Et à mon avis, c'était à cause ou grâce à la pression populaire. Et c'est l'autre chose qui m'a frappé beaucoup de la COP26, c'est que il y a eu une véritable pression, et tant mieux, de populations, de différentes populations et de la société civile. On a vu vraiment une pression énorme sur les gouvernements à l'occasion de ce COP26 et aussi la médiation. Non, la couverture médiatique. Oui, la médiatisation. La couverture médiatique de ce COP26 qui a été énorme. Je pense que ça aussi a mis beaucoup de pression pour essayer d'avancer, mais malheureusement, ça n'a pas vraiment été le cas. Schlegel, certes, quand on est le pays du Make Our Planet Great Again, est-ce qu'on n'a pas un devoir finalement de faire plus et de faire mieux que les autres quand on a pris des engagements parlés? Est-ce qu'il faut les retranscrire par la suite en actes? Je suis de nature optimiste, mais je suis très pessimiste avec ces actes. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin de la mobilisation des citoyens dont vous parlez, parce que les gouvernements, pour moi, pour la COP26, ils ont signé des accords parce que c'était samedi, ça faisait 2 semaines, il fallait faire quelque chose. Basta. Ce qu'ils ne comprennent pas... On l'a vu à la tête du président de la COP, d'ailleurs, qu'il était très déçu au moment où il a donné le coup de marteau. C'était pas la même chose que Laurent Fabius aux accords de Paris. Je ne pense pas que c'est un échec, parce que comparé à la COP 21, quand même, dans les 6 dernières années, il y a eu énormément de prise de conscience sur la question de l'environnement, de l'écologie et de ce que chaque gouvernement et aussi les citoyens, chacun de nous, qu'on a une responsabilité à faire. Mais est-ce que ces accords vont être respectés? Est-ce que ces promesses, puisqu'on parlait de politique, vont être tenues? Ça va être à voir. On va vous montrer juste une citation prise d'un avis du Haut Conseil, on va le voir à l'instant, du Haut Conseil pour le climat, qui dit en gros que les mesures qui ont été prises dans la loi climat ne sont absolument pas compatibles avec les objectifs français climatique pour l'action, mais aussi pour rattraper le retard. Alain Rébété, est-ce que ça se tient que d'un côté, on finance des industries comme l'automobile, comme l'aviation, et que de l'autre, en France, on se dit, nous, on est leader pour combattre ce réchauffement climatique? Non, ça ne se tient pas. Mais je commence quand même par dire, je partage vraiment un point. C'est quelque chose de très compliqué. Il est faux quand on descend dans la rue, quand les manifestants descendent dans la rue et disent « on connaît les solutions, il suffit de les appliquer », c'est faux. Parce que les solutions, elles entraînent des catastrophes économiques et donc des catastrophes sociales considérable. C'est vraiment, c'est comme un tsunami social à travers la planète. C'est un équilibre particulièrement difficile à trouver. C'est vraiment, donc c'est pas simple, avec des intérêts complètement différents, des situations de départ, des intérêts, des craintes, enfin voilà. Donc régler ça, ça n'est pas simple. Maintenant, pour revenir ici en France, il y a quand même quelque chose qui n'est pas acceptable, c'est de ne pas cesser de faire des promesses qu'on sait qu'on ne tiendra pas
et qui ne sont pas tenues et qui sont couvertes, ensevelies sous de nouvelles promesses dont on sait qu'elles ne seront pas tenues, etc. Il y a une accumulation de promesses non tenues Monsieur Macron n'est pas le premier, n'est-ce pas? Il n'est vraiment pas le premier et il est très, 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 très loin d'être le seul. Mais disons qu'il pratique, chacun doit balayer devant sa porte, n'est-ce pas? Il pratique cette politique de la promesse qu'on ne tiendra pas avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de brio. À chaque fois, on a envie de le croire. Et je pense là, il y a vraiment une perte de confiance de la population. Ces COP26, c'est des cérémonies qui doivent finir, en effet, pas au bout de 2 semaines, il faut trouver un accord. Comme on ne peut pas contraindre personne, c'est vraiment... Et puis on promet n'importe quoi. Allez, on a 30 secondes. Rapidement, peut-être. L'aide aux pays pauvres, c'est un très bon exemple. Les pays riches n'ont pas du tout tenu les promesses faites en 2009 de donner, entre guillemets, 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Et ça a encore bloqué cette fois-ci. Et même cette fois-ci, ça n'a pas, les pays riches n'ont pas promis ça pour des questions, des problèmes juridiques. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a toujours une excuse. Donc c'est tout à fait ça. Il y a des promesses qui sont faites et qui ne sont pas tenues. Bon, merci. Merci à tous les trois. S'il y avait encore plein de choses à dire, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que le débat était intéressant. Merci d'avoir participé à Correspondant, l'œil sur la politique française des correspondants de la presse étrangère. On est de retour, évidemment, la semaine prochaine.